Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle saison du podcast Women of Power. Je suis Angie Murin, chargée de communication pour CCRE. Chaque jour, nous nous engageons pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et chaque année, la Journée internationale des droits des femmes nous offre l'opportunité de dialoguer avec des femmes leaders de notre secteur. Alors lançons-nous dans cet échange et découvrons ensemble les clés pour construire une société plus juste et équitable. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Victoria Crowe-Nelson. Bonjour Victoria, merci d'être avec nous. Merci Angie. Ensemble, nous allons discuter du parcours remarquable de Victoria, en explorant les défis auxquels elle a été confrontée en tant que femme dans son parcours professionnel, son point de vue sur la promotion de la diversité et de l'égalité, et le rôle essentiel du mentorat dans l'autonomisation des femmes. Pour élargir le point de vue de ces interviews, j'ai également proposé à des collaborateurs de participer aux échanges sur chaque épisode de cette saison. Ils nous rejoindront en fin d'interview. Mais commençons par faire votre connaissance. Victoria, vous êtes vice-présidente en charge de la tarification du service à la clientèle ainsi que secrétaire du conseil d'administration de Lawpro, un fournisseur d'assurance et de services qui améliore la viabilité et la position concurrentielle de la profession juridique. Vous avez débuté votre carrière en tant qu'avocate. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le domaine de l'assurance ? Eh bien, j'ai vraiment aimé être avocate pendant longtemps. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est la collaboration avec mon associé senior, une femme vraiment formidable. Et après sa mort, une grande partie de la joie que je ressentais dans les activités quotidiennes a disparu. Alors, au bout d'un moment, j'ai décidé que j'allais me lancer seule. Pendant que je préparais mon départ, j'ai assisté à une conférence donnée par l'une des membres de l'équipe des réclamations de Lawpro. Et j'ai été très impressionnée par cette femme qui donnait cette conférence. Elle y évoquait ce qu'il fallait faire en cas de question, sans nécessairement avoir une réclamation. Et quelques semaines plus tard, j'ai vécu exactement le scénario qu'elle avait décrit. Alors, je lui ai téléphoné et j'ai passé en revue mes questions avec elle. Et elle a été géniale. J'ai donc eu une impression très positive de Lawpro. Donc, quand j'ai vu que l'entreprise allait recruter quelqu'un qui avait mon expérience dans le domaine juridique, une familiarité avec l'assurance et le service client, et la capacité à rédiger des contrats, cela m'a semblé parfait pour moi. J'ai trouvé un environnement et un métier qui me correspondent. J'adore les assurances. Chez Lawpro, j'ai redécouvert le plaisir de travailler dans un environnement où l'on est confronté chaque jour à des défis. On me fait confiance pour prendre des décisions autonomes sur la façon dont je mène mon travail. Je collabore avec une équipe large. Et pour toutes ces raisons, je suis vraiment très heureuse de travailler dans le secteur de l'assurance. Merci Victoria pour ce partage très intéressant. Continuons avec la seconde question. En tant que femme, quels sont les obstacles et les stéréotypes que vous avez dû surmonter pour évoluer dans votre entreprise et dans le champ professionnel en général ? Je dirais que l'agisme impacte injustement les femmes dans la profession. Souvent, on nous perçoit comme étant soit trop vieilles, soit trop jeunes pour un poste. Au début de notre carrière, nous sommes considérés comme trop jeunes pour être promus. Puis, nous sommes considérés comme trop âgés pour progresser vers le niveau suivant. En début de carrière, par exemple, j'ai eu des clients qui se demandaient pourquoi quelqu'un d'aussi junior que moi travaillait sur leur dossier, même si mon travail était excellent. Et j'ai progressé très rapidement chez Lawpro. Mais j'ai entendu des gens mentionner mon âge comme un facteur surprenant alors que je progressais rapidement. Il y a aussi les obstacles liés à la parentalité. Lorsque je travaillais dans un cabinet privé, j'ai pris 10 mois de congé pour la naissance de l'un de mes enfants. Alors que j'étais enceinte de 9 mois et que je m'apprêtais à confier mes dossiers à un autre avocat, un client m'a dit qu'il ne travaillerait plus avec moi à l'avenir parce que mon congé témoignait d'un manque de professionnalisme. Ce n'était qu'un client, mais ça m'a vraiment marqué. Et je dirais qu'un autre obstacle pour les femmes dans la vie professionnelle, c'est la peur d'être elles-mêmes. Je pense que les gens, et en particulier les femmes, ont peur de montrer leur vulnérabilité sur le lieu de travail parce que cela n'est pas considéré comme professionnel. Je ne suis pas comme ça. Je m'attends à ce que les membres de mon équipe fassent preuve d'authenticité sur leur lieu de travail. Et ils sont en droit d'attendre la même chose de moi.
Si mon chien meurt, je ne sourirai pas le lendemain et je vais partager avec tout le monde que je suis triste. À l'inverse, si nous recevons un beau compliment de la part d'un client, je vais l'imprimer, le mettre en avant et en parler à tout le monde. L'authenticité est importante et nous devons faire en sorte que les gens, en particulier les femmes, puissent l'exprimer au travail et être complètement elles-mêmes. Oui, je partage votre point de vue, Victoria. C'est une façon saine de voir les choses. Continuons avec la troisième question. De votre point de vue, que pouvons-nous faire pour favoriser l'accès des femmes aux postes de direction et créer un environnement de travail qui prend en compte la diversité et l'égalité des salariés? Je vais axer ma réponse sur les managers et la façon dont ils devraient aborder cela, car je pense qu'il faut avoir conscience des spécificités de chacun et de la façon dont les futurs leaders peuvent se promouvoir. Je m'explique. Culturellement, certaines personnes seront beaucoup plus à l'aise pour se mettre en avant auprès de leurs supérieurs, dire aux autres à quel point elles sont formidables et faire savoir qu'elles veulent plus d'opportunités. Mais d'autres ne seront pas du tout à l'aise avec cela. Plusieurs fois, au cours de ma carrière, des dirigeants sont venus me demander pourquoi je ne m'étais pas positionnée pour tel poste ou telle nomination. Et à chaque fois, c'était parce que je pensais ne pas l'obtenir. Et sans ces personnes qui m'ont encouragée à me montrer plus confiante, je serais passée à côté de beaucoup d'opportunités incroyables. Donc si vous recrutez en interne et que vous connaissez bien vos équipes, vous saurez qui accomplit discrètement les tâches sans chercher à être félicité pour cela. Vous saurez ceux vers qui les gens se tournent pour obtenir de l'aide, même si cela ne fait pas partie intégrante de leur travail. Si vous êtes un bon manager, vous avez remarqué cela et vous avez créé des opportunités pour eux. Vous les avez encouragés à suivre davantage de formations, à assumer plus de responsabilités. Et croyez-moi, vous ne serez jamais déçus si vous apprenez vraiment à connaître votre équipe et à découvrir son potentiel. Cela est particulièrement vrai pour les femmes et les personnes racisées, qui ont peut-être de bonnes raisons de ne pas se mettre en avant, mais qui sont vraiment prêts à relever des défis. Et comment le fait d'avoir des modèles, un réseau et des mentors peut aider les femmes, en particulier dans le secteur de l'assurance? Je dois une grande partie de mon succès à des mentors informels et à des modèles. À ces managers qui vous encouragent à essayer quelque chose de différent et qui vous disent qu'un échec n'est pas la fin du monde, qu'ils vont vous soutenir. C'est inestimable d'avoir un homologue d'un autre département ou d'une entreprise à qui vous pouvez vous adresser pour poser des questions. En fait, j'ai moi-même fait appel à un coach pour m'aider à me sentir plus à l'aise avec les conversations inconfortables, et c'était formidable. Et votre réseau, il peut évoluer de façon organique, grâce à des amitiés et des relations de travail, ou vous pouvez le percevoir comme un projet à part entière. Quoi qu'il en soit, cela demande du travail, et vous devez vous en souvenir. Lorsque j'encadre de jeunes professionnels, je leur dis que les personnes qu'ils approchent sont presque toujours bien intentionnées, mais que ce sont des personnes occupées. Et je pense qu'une grande partie de la responsabilité de faire en sorte qu'une relation de mentorat fonctionne vraiment incombe à la personne qui reçoit le mentorat. Vous devez fixer les horaires des réunions, vous devez préparer vos questions, vous devez montrer que vous appréciez le temps et les connaissances qu'ils partagent avec vous. Car cela peut nourrir leur âme pour vous aider, mais cela ne nourrira pas leurs enfants. Donc soyez respectueux de leur temps. Et pour finir, quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes filles qui aspirent à des postes de direction dans le futur, en tirant des enseignements de votre propre parcours professionnel? Lorsque je préparais l'interview, j'ai demandé à mon assistante ce qu'elle aimerait dire à un jeune qui pourrait être son manager un jour. Et son conseil a été « Restez vous-même. Ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. » Je rajouterai le fait de ne pas avoir peur de tenter sa chance. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas pleinement qualifié pour ce poste que vous aimeriez décrocher, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Si vous avez la chance d'obtenir un entretien, vous acquérez au moins de l'expérience avec ce processus d'entretien. Et c'est aussi une opportunité pour la direction d'apprendre à vous connaître. Et si jamais vous décrochez le poste, dites-vous que les gens vous ont déjà fait confiance. Alors il ne vous restera plus qu'à faire de votre mieux. Également, n'attachez pas trop d'importance au descriptif du poste. Ce n'est qu'un point de départ. Apprenez-en plus, étudiez davantage, essayez de nouvelles choses et développez vos compétences. Lorsqu'une opportunité future se présentera, vous constaterez que vous êtes déjà prêt à la saisir, car vous avez grandi pendant tout ce temps. Apprendre quelque chose de nouveau n'est jamais une perte de temps. Merci Victoria pour cet échange très inspirant. Pour la 6e et dernière question, nous accueillons Pierre Dionne.
Bonjour Pierre Dionne, vous êtes directeur et agent principal non-vie pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Merci de vous joindre à nous. Avec plaisir. J'aimerais vous poser à tous les deux une question. De votre point de vue, quelles initiatives les hommes et les femmes peuvent-ils prendre pour améliorer et maintenir un environnement inclusif ? Qui souhaite commencer ? Je peux commencer par une suggestion un peu décalée. Je suis une très grande fan des pères modernes qui prennent un congé parental. Nous savons que de nombreuses personnes ont un parti pris implicite à l'encontre des jeunes femmes sur le lieu de travail, car les employeurs s'inquiètent de la durée du congé parental. Et j'aimerais que les avocats pensent qu'il est tout aussi probable que les hommes prennent un congé pour s'occuper de leur nouveau-né, et qu'ils l'aient bien en tête lorsqu'ils envisagent différents profils pour un poste. Dans de nombreuses organisations, il faudra un certain courage aux hommes pour demander un congé, car cette question fait encore l'objet d'un certain jugement. Mais en normalisant ce choix, les hommes aideront vraiment leurs homologues féminines. C'est drôle parce que c'est quelque chose que j'avais noté également, mais j'allais d'abord faire un pas de côté et souligner qu'il y a bien plus que le genre derrière un environnement inclusif. Il y a la région, les origines, l'orientation sexuelle et même le handicap dont nous parlons peu, qu'il soit mental ou physique. Mais nous sommes ici pour aborder le sujet de l'égalité homme-femme, et je vais donc limiter mes commentaires au genre. Je pense que promouvoir un environnement inclusif passe par le RESPECT, comme l'a si bien dit Aretha Franklin. Les managers sont en première ligne pour améliorer et maintenir cet environnement inclusif, en offrant des chances égales aux hommes et aux femmes, en payant un salaire égal pour un poste équivalent, ou, comme l'a dit Victoria, en prenant un engagement en faveur du congé maternel et paternel. Il me semble qu'avant, les femmes qui avaient un poste à responsabilité avaient l'impression qu'elles devaient agir comme des hommes, être dures, déterminées, impassibles. Je pense que nous avons parcouru un long chemin depuis cette époque. Les femmes apportent des compétences différentes dans le management. Elles devraient simplement utiliser ces compétences et être elles-mêmes. Je pense que l'empathie et la gentillesse mèneront une entreprise plus loin que la menace et l'intimidation. Pour conclure mon commentaire, je voudrais faire un focus sur les salariés. Ils doivent se rappeler qu'un lieu de travail, ce n'est pas un lycée. Il ne s'agit pas de faire partie d'une bande. Vous ne vous entendrez pas avec tout le monde, mais vous ne devriez jamais ostraciser quelqu'un qui ne vous ressemble pas ou ne pense pas comme vous. Essayez de connaître vos collègues. Je pense que c'est l'un des problèmes de la pandémie et le fait que beaucoup de gens travaillent toujours à domicile. Par exemple, nous avons embauché 4 personnes en 2023 et nous les avons à peine rencontrées. Nous devons donc commencer à faire revenir les employés au bureau. Je suis tout à fait d'accord. L'inclusion suppose que personne ne soit exclu. Et un autre point qui est important pour moi, c'est d'encourager l'expression de la singularité de chacun. L'une de mes forces est que je n'hésite pas à exprimer mon opinion. C'est peut-être aussi l'une de mes habitudes les plus agaçantes. Mais cela m'a aidé à prendre de l'avance. Car les décideurs voient que je comprends ce qui se passe, que je suis toujours prête à partager mes idées sur les challenges que je perçois et la façon dont ils pourraient être surmontés. Votre rôle en tant que manager, c'est de créer ces occasions pour obtenir des feedbacks et des avis divers. C'est ce dont nous avons besoin pour grandir collectivement. Merci Victoria d'avoir partagé votre parcours et votre expérience. Merci également à vous Pierre. Une discussion riche d'enseignements et d'idées pour faire bouger les lignes. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à découvrir les autres épisodes du podcast Women of Power et le parcours de femmes exceptionnelles dans le secteur de l'assurance, qui agissent chacune à leur façon pour un modèle plus égalitaire. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant au podcast, en le notant ou en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à tous et à très bientôt.